La définition de l'agriculture régénérative, en tout cas ma définition, c'est de recréer les conditions dans un sol pour justement le régénérer, de créer en fait un cycle vertueux qui va permettre d'aggrader de l'humus dans le sol, augmenter les taux de matière organique, permettre la fertilité, une bonne auto-fertilité du sol. Voilà, en comparaison parfois à certaines pratiques courantes qu'on peut avoir qui vont plutôt provoquer, on parle souvent de perte de taux de matière organique, finalement des cercles vicieux comme le tassement, le travail trop intensif de nos sols qui vont faire que nos sols se dégradent. Et bien là, l'idée c'est de remettre en place des processus, des techniques qui vont permettre d'avoir des processus régénératifs et de mettre en place ce cercle vertueux et donc augmenter au fil du temps nos taux de matière organique, l'humus présent dans nos sols et surtout gagner en auto-fertilité de nos sols et permettre une meilleure résilience de nos sols face aux différents aléas climatiques. Une pratique à recommander pour mettre en place les processus régénératifs. Alors sans hésitation, je commencerai par le compostage de surface d'un couvert. C'est une pratique qui consiste à broyer le couvert, à pulvériser des ferments que l'on peut fabriquer, multiplier à partir d'une solution mère, et ensuite sur la même étape mulcher ce couvert broyé sur 5 cm dans le sol à l'aide d'une fraise par exemple, qui va nous permettre en même temps de scalper le couvert et de le mélanger avec de la terre suffisamment fine à la surface du sol. Et donc le fait de pulvériser ces ferments lactiques sur ces plantes qui ont été broyées. Les plantes broyées vont libérer énormément de sucre qui vont permettre à ces bactéries finalement qui sont présentes dans ce ferment de se multiplier à la surface du sol. Donc ces bactéries elles vont provoquer une fermentation de ce couvert qu'on réintègre et donc une fermentation qui va durer entre 10 jours, 15 jours, 3 semaines selon les conditions météo. Et cette fermentation va permettre finalement d'humifier très rapidement le couvert et donc de ne pas avoir de perte par lessivage d'éléments nutritifs qui seraient libres dans le sol. Et donc en fait de l'humifier, de l'organiser pour finalement le rendre disponible plus tard tout au long des besoins de la culture qui suit. Et du coup le compostage de surface aussi, par ce développement de bactéries en surface, va aussi permettre d'acquérir une structure très grumeleuse parce que ces bactéries vont participer à la formation de micro-agrégats et ces micro-agrégats au fil du cycle vont permettre de tamponner à la fois les excès d'eau parce qu'ils vont être en capacité d'avoir un effet d'éponge, mais aussi de mieux tenir l'eau dans les situations de sécheresse. Les effets principaux de ces pratiques régénératives, ils vont être multiples. Alors déjà dans un premier temps, c'est d'augmenter la fertilité des sols, donc de rendre les éléments au maximum disponibles, de les cycler au sein de l'activité biologique, qui est finalement une chaîne alimentaire au niveau du sol, et donc vraiment de les cycler pour limiter les pertes de ces éléments nutritifs. Donc on va gagner en auto-fertilité. On va augmenter la résilience du sol par finalement l'augmentation des taux de matière organique. Donc on a remarqué sur la ferme au bout de à peine 3-4 ans de pratique des augmentations significatives des taux de matière organique de l'ordre de 1 point en si peu de temps. Ensuite, donc on va tamponner les effets extrêmes du climat grâce à cette résilience qu'on a acquérie à travers l'augmentation du taux de matière organique. On peut trouver un effet aussi sur les maladies. On arrive à faire des protocoles de culture avec des plantes par exemple qui peuvent être sensibles au mildiou en réduisant largement l'utilisation d'intrants, notamment de cuivre. Donc on a une réponse sur les maladies, sur les ravageurs en général. Et après, quand on pousse vraiment si on arrive à pousser les équilibres assez loin et bien stimuler notre activité biologique, on peut avoir des réponses aussi sur
sur la pression des adventices. Les plus gros échecs qu'on a pu rencontrer depuis la mise en place de ces techniques, alors on a notre système et l'ensemble de la ferme en agriculture biologique, donc les plus gros échecs souvent en agriculture biologique c'est des échecs liés au désherbage, et donc c'est la non maîtrise des adventices. Alors, vu qu'on est sur des techniques sans labour, on peut estimer qu'on a peut-être un peu plus de pression que lorsqu'on enfouit le stock semencier au fond par le labour. Mais on peut aussi se rendre compte que quand ça marche très bien, on arrive à baisser cette pression. Mais dès lors qu'on n'arrive pas à concilier nos préparations de sol ou nos dates de semis avec des périodes très favorables à l'activité biologique, et ben là on se met en danger par rapport à la présence, à la pression adventice. On peut créer, par exemple, si on n'a pas une activité biologique assez forte, et ben au moment d'une dernière préparation de sol, on peut créer un pic de minéralisation qui va provoquer des levées exponentielles très importantes, par exemple de plantes nitrophiles, des kénopodes, des amarantes, des paniques par exemple. Et donc c'est là pour l'instant les principaux échecs tiennent sur la maîtrise du désherbage. On peut avoir des très bons résultats, comme lorsqu'on se loupe des résultats plutôt difficiles à gérer, quoi. Souvent, ces échecs ont lieu lorsqu'on travaille par exemple sur des cultures de printemps, lorsqu'on prépare trop tôt, qu'on veut semer trop tôt, que le sol n'est pas encore assez réchauffé par une activité biologique assez forte qui tamponne ces excès de minéralisation. Donc le conseil souvent sur certaines cultures de printemps, dès qu'on peut, c'est d'attendre un petit peu, de ne pas trop se précipiter à semer. Et si vraiment vous avez semé une culture trop tôt, souvent plutôt que de courir toute la saison et de ne pas arriver à désherber, parfois il vaut mieux passer par la destruction de la culture assez rapidement avant d'avoir fait trop de frais dans la culture. Et puis vu que vous étiez assez tôt, s'il n'est pas trop tard, de semer encore une culture qui peut se semer un peu plus tard. Alors sur l'agriculture régénérative, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de techniques magiques qui vont faire que tout va marcher du premier coup ou va se mettre en route. L'idée c'est de la connecter finalement à une approche globale et de pas juste se bloquer sur une technique bien précise, mais vraiment intégrer la notion d'approche globale, d'observer en fait de quelle manière on peut augmenter finalement l'activité biologique de notre sol, d'avoir une activité biologique la plus importante possible et la plus diversifiée possible. Quelles pratiques je peux mettre en œuvre pour, dès lors que j'accepte de la bouleverser, je puisse tamponner ces effets de bouleversement de mon activité biologique. Quelles pratiques je peux mettre en œuvre pour la nourrir tout au long de l'année, donc essayer d'avoir toujours des couverts verts qui injectent des exudats racinaires dans le sol. Et quelle piste je peux mettre en place aussi pour avoir le maximum de diversité au niveau de cette activité biologique. Donc là, ça passe par la diversité des plantes que l'on va implanter et notamment profiter des couverts pour obtenir cette diversité-là. Et donc, c'est vraiment d'intégrer toutes ces techniques dans une approche globale et dans un premier temps, directement d'essayer de comprendre les fonctions écosystémiques de l'activité biologique de son sol, le fonctionnement de la chaîne alimentaire du sol et dès lors essayer de piloter ça au mieux, quoi, pour la perturber le moins possible.